quien traicionó. Hoy aquí denunciando la criminalidad y todo lo malo que está haciendo Lenín Moreno con el pueblo ecuatoriano, compañeros. No es justo que por reclamar nuestros derechos tengan que morir personas. Gracias, María. ¡Putin Moreno del Ecuador! ¡Fuera! 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 ¡Fuera Rasputin Moreno del Ecuador! Gracias, María. Et maintenant, je vais laisser la parole. El poder a la gente.
Nosotros hemos creado una cooperativa sin apoyo estatal, sin ningún apoyo del gobierno, y hoy día somos más de 700 personas en el Wallmapu. Nuestro pueblo está repartido entre los estados usurpadores, estados-nación de Chile y Argentina, y pedimos la devolución de la tierra. Peucayal, nos vemos, muchas gracias. Merci pour votre parole. Ils vont demander la parole. Vous êtes d'accord, non? Un cordial saludo en nombre de la Amazonía ecuatoriana. Mi nombre es William Lucitante, soy coordinador de la Unión de Afectados por Texaco, UDAT. Gente que tomamos una iniciativa para luchar contra una transnacional, una empresa que llega a violentar los derechos de los pueblos indígenas, contaminando el agua que consumimos, contaminando el aire que respiramos. Por lo tanto, desde la Amazonía Norte, un cordial saludo a todos los que están presentes en este momento. Y también decirles una situación muy crítica y grave que está pasando a nivel del Estado ecuatoriano. Denunciamos como pueblos indígenas la violación que está generando el gobierno de Lenín Moreno frente a la manifestación de los pueblos indígenas. Lo hemos hecho con única finalidad: que escuche al pueblo indignado sobre. Muchos han estado viendo informaciones, noticias falsas de Ecuador, cuando dice que no sucede nada en Ecuador, que están en diálogo. Es mentira. Hoy en día nuestros hermanos están en las calles, pero está siendo criminalizada. Las Fuerzas Armadas están utilizando armas para disparos. Muchos están siendo encarcelados injustamente y muchas personas ya han caído, han matado a mis hermanos y siguen haciendo eso. Por lo tanto, quiero pedir la solidaridad de cada uno de ustedes para que dejen este mensaje desde cada uno de ustedes para el mundo de los ciudadanos ecuatorianos. Muchas gracias a ustedes por llevar esta información. Je pense qu'il faut être attentif à les choses qu'on va vous envoyer peut-être par Facebook, par rendez-vous différents. Et voilà, merci beaucoup au peuple équatorien. Ok. C'est vraiment la dernière parole avant de claim strike. Que es la lucha de los pueblos indígenas por el día de hoy. No es contra el retiro de subsidios. La lucha es por el sistema económico implementado por el Fondo Monetario Internacional, que ha impuesto su política económica del FMI, y que hay un gobierno que ha entregado todo para que el FMI sea quien decide económicamente qué pasa en Ecuador. La lucha es por el sistema económico que tenemos actualmente allí. No se trata de cambiar a un gobierno, se trata de cambiar el sistema económico, en este caso en Ecuador. Ese es el derecho de los pueblos, y por eso decimos. Bonjour à tous, merci pour cette mobilisation incroyable. C'est chaud et chaud, plus chaud que le climat. On le sait, l'augmentation exponentielle des émissions de CO2 due au mépris des entreprises et à l'inaction des gouvernements a provoqué des bouleversements climatiques sans précédent. Les droits fondamentaux à la santé, à l'eau, à l'alimentation et au logement sont menacés. Des centaines de millions de personnes vivent dans des conditions extrêmes et n'ont d'autre choix que de quitter leurs terres. Des communautés indigènes entières sont menacées. Les États, complices des entreprises, mandatent des mercenaires ou directement l'armée pour les déloger et les massacrer. Des militants et des militantes qui luttent pour leurs droits et s'opposent à des projets climaticides sont plus que jamais victimes de répression.
207 militants et militantes ont été tués durant l'année 2017, soit près de 4 personnes par semaine. La dernière en date est une écologiste du Guatemala, Diana Juarez, tuée le 7 septembre dernier. Nous n'avons d'autre choix que de nous dresser contre ces injustices par leur fortune. Aucune justice n'est possible dans un système comme celui-ci. Sans justice sociale, pas de justice climatique. Pour cela, il faut que les États et les multinationales soient rendus responsables de leurs implications dans la crise humanitaire et environnementale. Plusieurs rapports établissent qu'une petite centaine d'entreprises seulement sont responsables de près de 70% des émissions de CO2. On ne peut plus les laisser financer la destruction de notre planète impunément en se cachant derrière des discours de responsabilisation des individus trop arrangeants, tels que des projets sur la taxe sur le carburant prévus pour que la Suisse tienne ses engagements de l'accord de Paris. Il est inacceptable que les individus soient rendus responsables des crimes des plus grands. Démocratique où les valeurs humaines et environnementales prévalent sur le profit. Les peuples indigènes et les communautés locales à travers le monde doivent être les acteurs décisionnaires de leur vie et des terres qu'ils habitent. Les victimes de la crise climatique et des injustices qui y sont associées doivent bénéficier d'une indemnisation, d'une restauration et d'une réparation complète pour la perte des terres, des moyens de subsistance et des autres dommages. Il est indispensable de forger les alliances les plus larges possibles avec toutes les personnes que le système capitalo-fossile met dans la misère, avec tous les peuples qui luttent contre l'exploitation de leurs écosystèmes au nom du profit. Unissons-nous maintenant. Les multinationales brûlent nos forêts, brûlons les multinationales! Bonjour, donc nous sommes donc à l'ONU pour le congrès traité sur les sociétés transnationales, c'est bien ça? Alors c'est pas un congrès, c'est des négociations intergouvernementales, donc entre les États, pour élaborer un projet de traité, donc c'est-à-dire de texte de loi internationale contraignant sur les multinationales et les droits humains. Donc l'idée c'est d'empêcher les multinationales de continuer à violer les droits humains et à détruire l'environnement partout dans le monde, de pouvoir les sanctionner et aussi de pouvoir donner accès à la justice aux communautés et aux travailleurs affectés. D'accord, hors caméra, on en parlait justement, et donc on a décidé donc de prendre le sujet. Vous parliez par exemple d'un exemple très concret, Total. Est-ce que vous pouvez nous en parler en images? Oui, du coup, donc moi je fais partie des Amis de la Terre France et avec Survie, qui est notre association française, et 4 associations ougandaises, notamment AFIGO, qui est ici aussi à l'ONU avec nous. On est mobilisé contre le méga projet pétrolier de la multinationale française Total en Ouganda. C'est un projet pétrolier qui se réalise dans une aire naturelle protégée, donc qui menace cette aire protégée, qui menace le lac Albert, qui est une source du Nil, et aussi qui provoque et qui induit l'expropriation, l'accaparement des terres de dizaines de milliers de communautés qui ont commencé là déjà à être expulsées, qui n'ont plus accès à leurs terres, qui ne peuvent plus cultiver, alors même qu'elles n'ont pas encore reçu une compensation monétaire suffisante. D'ailleurs, ils n'ont pas du tout reçu de compensation pour pouvoir racheter des terres équivalentes. Et donc sur ce cas, on est sur le point de faire une première historique qui est de saisir un tribunal en France en nous appuyant sur une toute nouvelle loi, la loi sur le devoir de vigilance des multinationales, pour laquelle on s'est battu, qu'on a réussi à faire adopter en France, qui reconnaît la responsabilité légale des maisons mères des multinationales sur les activités de leurs filiales, sous-traitants et financeurs partout dans le monde. Donc on va essayer de saisir le juge en France parce qu'en Ouganda, les communautés et les organisations sociales ont essayé et il n'y a pas d'accès à la justice, c'est pas possible là-bas d'accéder à la justice. Donc pour la première fois, les multinationales pourraient être poursuivies. Et ça, c'est un exemple en France. Est-ce qu'il y a des exemples similaires dans d'autres pays ?
Alors, il y a eu beaucoup d'exemples de tentatives en fait, de poursuivre les multinationales et de les faire payer pour les crimes qu'elles commettent. Le problème, c'est que souvent, en fait, elles se cachent derrière le fait que elles considèrent que la maison mère n'a rien à voir, est une entité juridique complètement distincte de ses filiales ou sous-traitants. Donc ils disent nous on n'a aucune responsabilité pour ce qu'elles font et on sait faire remonter les profits, par contre les responsabilités, ça c'est séparé, on ne se connaît pas. Et par ailleurs, il y a par exemple dans le cas de Chevron Texaco, qui est une autre compagnie pétrolière qui a opéré en Amazonie équatorienne, qui a pollué l'Amazonie. Les communautés autochtones et paysannes en Équateur ont réussi à faire condamner Chevron en Équateur à payer 9 milliards de dollars, mais cette condamnation n'a jamais été exécutée, Chevron n'a jamais payé, et ça fait du coup des années qu'ils essayent d'obtenir l'exécution du jugement dans d'autres pays, parce que c'est dans ces autres pays que Chevron a ses actifs, à son argent. Donc s'il y avait un droit international, s'il y avait une cour internationale, on pourrait imaginer que l'impunité n'existerait plus et que Chevron serait redevable aux États-Unis et devrait payer dans ce pays. Alors, est-ce qu'il y a des négociations, est-ce qu'il y a des choses qui avancent du côté des États-Unis? Est-ce que ça se passe bien ou c'est compliqué? C'est justement pour ça qu'on est ici aujourd'hui à l'ONU. Donc il s'agit de la 5e session de négociation pour élaborer ce traité contraignant sur les multinationales et droits humains, parce qu'on a en effet besoin d'abord de droits contraignants, parce qu'en fait il existe beaucoup de normes au niveau international mais qui sont volontaires, donc beaucoup de belles paroles, beaucoup de belles choses sur le papier, mais comme il n'y a pas de sanctions, les multinationales ne le respectent pas, les États ne les respectent pas. Donc on a besoin de ce traité contraignant. Et au niveau international, pourquoi? Parce que ces multinationales, déjà agissent de façon transnationale, multinationale, avec des opérations dans différents pays, alors qu'il y a un centre décisionnel, mais après les opérations ont lieu dans différents pays. Et aussi parce qu'elles ont une puissance économique et politique qui fait qu'elles sont plus puissantes que les États. Donc même parfois quand il y a la volonté de les réguler, quand il y a des États qui tentent de s'y opposer, elles réussissent à échapper à la justice, elles réussissent à empêcher l'adoption de législation au niveau national, notamment en s'appuyant sur des tribunaux d'arbitrage internationaux. D'accord. Donc vous parliez, ça fait donc la 5e session, vous êtes là, on m'a dit tout à l'heure en finalisation, il me semble, de dossiers. Donc c'est quelque chose qui a déjà plus de 5 ans. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment ça fonctionne pour pouvoir mettre en place ce genre de dossier, pour qu'on puisse faire un congrès dans ce genre-là? Et le temps de parole que vous avez, comment vous appréciez la chose, comment vous le ressentez? Alors ça fait 5 ans, mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est des processus qui prennent très longtemps. Aussi parce qu'il y a certains pays, certains groupes de pays comme l'Union européenne qui ont tout fait depuis 5 ans pour ralentir le processus, pour obstruer le processus, avec différentes manœuvres et excuses pour ne pas s'engager. Là aujourd'hui ils nous disent oui, il y avait les élections, on n'a pas de mandat pour parler au nom de tous les États membres de l'Union européenne. Les États membres nous disent mais nous on ne peut pas parler parce que c'est des compétences européenne. Donc ça prend longtemps parce qu'il y a des pays qui ne veulent pas participer constructivement. On peut les citer? Je vous ai dit, en gros, c'est les pays du Nord. Donc il y a l'Union européenne qui est dans la salle mais qui ne participe pas vraiment. Et il y a des pays qui sont carrément absents. Les États-Unis ont quitté le Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Et il y a d'autres grands pays qui sont pourtant les pays où se trouvent les sièges de ces multinationales qui ne veulent pas agir. Et ça, c'est pas un hasard, c'est parce qu'il y a aussi la puissance des lobbies de ces multinationales. L'année dernière, on a publié un rapport avec différentes organisations qui montrent comment ici à l'ONU, quand on compare les interventions qui sont faites par l'Union européenne et par les lobbies, en fait, c'est exactement les mêmes arguments et les mêmes excuses contre ce projet de traité. Alors quand on parle de réchauffement climatique, d'accords internationaux, du G7, ils partent avec plein de bonnes intentions, on se rend compte que finalement ce ne sont que des mots, puisque quand vous êtes dans l'action et que les vrais coupables, ce sont les multinationales qui font des profits énormes au détriment de l'environnement, elles échappent complètement à la loi et elles sont couvertes par les États qui, pour des raisons uniquement financières, les protègent. Ce qui est très grave, c'est qu'on parle, les États-Unis qui se sont retirés des droits de l'homme et puis qui ne veulent pas s'engager pour attaquer leur propre société. On a également l'Union européenne.
j'imagine qu'on a encore d'autres grandes puissances comme la Chine, comme la Russie. Donc finalement, est-ce que c'est pas un petit peu déprimant par moment? C'est-à-dire que vous êtes là, vous voulez faire évoluer les lois, donc ça avance, mais c'est très compliqué quand vous avez de telles oppositions. Alors, toutes les batailles qu'on mène, elles sont très compliquées, que ce soit contre les multinationales et les États. Là, je vous dis, on va lancer un procès contre Total. On sait que nous, on a 3 avocats, on est 6 petites organisations, et en face, Total va avoir une armée d'avocats. Donc, même si on a maintenant cette nouvel outil juridique, c'est pas sûr qu'on a beaucoup d'obstacles en chemin. C'est pareil pour l'adoption d'un tel traité. Il y a beaucoup d'obstacles, mais on avance quand même. Par exemple, on a réussi à ce que la France et d'autres États européens commencent à être plus actifs et à pousser l'Union européenne pour jouer ce rôle constructif. Et donc là, on voit qu'il y a par exemple l'Espagne qui a osé prendre la parole alors que c'est un petit peu interdit par l'Union européenne. Donc on a ces pays européens qui commencent à être un petit peu plus constructifs parce qu'ils se disent, en fait là le processus, on en a la 5e année, on est en train de discuter un texte concret avec des amendements article par article, et ils commencent à se dire, faut peut-être pas que ça se décide sans nous. Et après, c'est clair que le moteur de ces négociations, ce sont des pays du Sud, parce que ce sont les premiers en fait qui subissent de plein fouet cette impunité et ce pouvoir des multinationales, et qui se rendent compte que tout seuls, ils ne peuvent pas lutter contre ces multinationales et qu'ils ont besoin de ce traité au niveau international. D'accord. Au niveau de la France, est-ce qu'il y a des avancées ou des réticences ? Alors au niveau de la France, en fait, comme justement on a réussi à faire adopter cette loi en France en 2017, une loi qu'on a réussi à faire adopter après... C'était avant ou après l'élection de M. Macron? Je vous raconte les détails. Oui, non, mais ça peut être intéressant justement, si parce que M. Macron donne beaucoup de leçons. Du coup, dans cette loi, la bataille sur cette loi, c'était pendant tout le quinquennat de François Hollande. Voilà. Mais Macron était ministre de l'économie. En fait, pendant des années, il y a eu un blocage à cause des pressions des lobbies, et notamment du ministère de l'économie et de Macron, qui ne voulait pas que cette loi passe alors qu'elle était portée par tous les groupes de Macron gauche. s'opposait. Et Macron a finalement sorti du gouvernement pour être candidat à l'élection présidentielle, et c'est là, c'est la toute dernière loi du quinquennat qui a été votée, qu'on a réussi à faire adopter. Donc c'est important de le noter. Voilà. Sauf que maintenant que la loi a été adoptée, eh ben c'est dans leur intérêt, c'est pas parce qu'il est président, c'est juste que c'est dans leur intérêt que d'autres pays adoptent des lois similaires pour qu'il y ait le même niveau de contraintes sur leurs entreprises. Donc on a finalement maintenant le gouvernement, qui est en effet le gouvernement de Macron, de la France, qui défend depuis 3 ans la loi française comme un exemple pour ce projet de traité à l'ONU. Et c'est pour ça que la France est en Europe le premier pays qui a été le plus actif, le premier pays où il y a eu des discussions interministérielles à haut niveau, parce que dans certains pays européens, il n'y a même pas de discussion, donc forcément ils ne peuvent pas se positionner. Alors que fait l'Union européenne ? Parce que l'Union européenne est censée justement protéger, mettre les niveaux, enfin c'est ce qu'ils nous racontent, les plus élevés et puis élaborés. On a l'impression que c'est plus une grosse machinerie qui fait que ça rend les choses de plus en plus lentes. L'Union européenne, en fait, ce qu'elle fait, elle défend la même chose que les lobbies. Elle dit, on a des normes volontaires, c'est les principes directeurs des Nations Unies. On compte sur la bonne volonté des gens. Voilà, les principes directeurs des Nations Unies sur les entreprises et les droits humains. Et donc pour eux, on a ces principes qui ont été adoptés en 2011. Du coup, ça va faire presque 10 ans maintenant. Ils sont complètement, nous, sur le terrain, ce qu'on voit, c'est que c'est complètement inefficace puisque c'est pas contraignant. Et eux, ils nous disent, non, il faut qu'on essaye encore de continuer à bien appliquer ces principes volontaires. Et alors que ces mêmes principes volontaires, dans leur cœur même, ils disent que pour les mettre en œuvre, il va falloir aussi adopter des lois contraignantes. Donc c'est vraiment se cacher derrière des excuses. L'autre chose que dit l'Union européenne et contre laquelle on se bat, c'est qu'ils considèrent que les entreprises devraient être à la table des négociations, ce qui est complètement qui est complètement inacceptable, puisqu'il y a clairement un conflit d'intérêts. Ce qu'il faut savoir, c'est que, alors on n'a pas Total, Shell et Coca-Cola qui sont ici dans la salle directement, mais on a quand même leurs représentants. On a l'Organisation internationale des employeurs qui est présente et qui prend la parole. On a la Chambre internationale de commerce, donc on a des lobbies à l'intérieur de l'ONU qui défendent les intérêts des entreprises. Et qu'est-ce qu'ils vous disent ? Ils vont dire s'il y a trop de réglementation, c'est mauvais pour l'emploi, c'est mauvais pour l'économie. Exactement. Quels sont les arguments ? On a révélé l'année dernière, lors de la session de négociation, on est tombé sur un document que
l'Organisation internationale des employeurs était en train de remettre aux pays du Sud, en faisant en fait du chantage économique, en leur disant vraiment noir sur blanc, si vous ratifiez ce traité, vous allez perdre tant d'argent en termes d'exportation. C'est grave ça. Et ça devrait être condamnable justement s'il y avait des lois. Du coup, nous, ce qu'on a fait, c'est que tout de suite, on l'a rendu public et on l'a dénoncé en plénière. On a été une centaine de personnes de la société civile. On s'est levés tous ensemble pour dire que ce n'était pas possible qu'il y ait de telles intimidations et pressions. De la corruption. Alors là, c'est pas de la corruption. C'est du lobbyisme. Voilà, c'est du lobbyisme. Alors, je sais que le combat est très dur parce que vous avez donc ces multinationales, mais ces multinationales qui polluent. Des études avaient dit que finalement elles ne sont pas si nombreuses, elles sont très grosses en taille, mais ça concerne généralement qu'une cinquantaine de grosses entreprises qui font ces pressions. De l'autre côté, vous m'avez dit qu'il y a plus de, si les chiffres sont exacts, plus de 200 organisations et associations qui sont dans ce mouvement et qui participent à ces débats. Et ça couvre vraiment, je dirais, de manière géographique tous les pays du monde, où il y a des pays qui sont plus ou moins exclus. On a aussi l'Amérique du Sud, l'Afrique. Alors on a toutes les régions du monde qui sont représentées. Je n'aurais pas jusqu'à dire qu'on a tous les pays du monde, mais ce qui est sûr, c'est qu'on a toutes les régions du monde qui sont représentées. Donc depuis l'Amérique latine, l'Océanie, l'Afrique, l'Asie, l'Europe. On fait une collection internationale. Et surtout, nous, ce qu'on prône, c'est que la construction du droit, la construction de ce traité, elle doit venir de la base, elle doit venir des communautés affectées, des travailleurs affectés, parce que ce sont eux qui savent ce dont ils ont besoin, c'est eux qui savent quels sont les obstacles qu'ils rencontrent aujourd'hui pour accéder à la justice. Et c'est pour ça que on fait de notre mieux pour que chaque année, il y ait directement des personnes, des communautés, des travailleurs qui puissent témoigner à l'ONU, parce que ce sont eux qui savent de quoi on a besoin. Et il ne faut pas se cacher derrière la complexité de négociation à l'ONU, la complexité d'un texte juridique. On est tous en capacité d'apporter notre expérience et nos propositions concrètes sur la table. Et donc c'est ce qu'on fait en plénière. Donc il y a d'abord, on voit le texte article par article, il y a des experts qui s'expriment, après il y a les États qui donnent du coup leur point de vue et leur position, et après la société civile prend la parole et fait des propositions. Donc j'imagine concrètes. que c'est très technique, on doit jouer sur les trucs, donc vous avez parlé d'experts, vous avez des juristes qui vous accompagnent, des avocats Alors non seulement on a des juristes qui nous accompagnent, des professeurs de droit, des avocats, mais on a aussi au sein de notre coalition des gens qui sont eux-mêmes experts. Donc on a un accompagnement extérieur, on va dire, on travaille en collaboration avec des universitaires, etc. Mais surtout dans notre coalition même, il y a cette expertise aussi. Il y a des avocats et il y a des juristes. Est-ce qu'on peut espérer quand même une prise de conscience de ces multinationales? Parce qu'elles sont toujours attirées par le coût, mais elles devraient se rendre compte que il n'y a qu'une planète, on détruit en fait l'environnement. Est-ce qu'il n'y a pas, parce qu'il parle beaucoup sur la volonté de Jean, est-ce qu'il y a des est-ce qu'il y a des oui. Est-ce qu'il y a des Thank you.